Bonjour Henri Conze. Donc vous avez été au cœur de la question à la fois militaire et civile de l'énergie. Alors en France, bien sûr, mais aussi dans des relations diplomatiques avec pratiquement l'ensemble des pays de la planète où, en rencontrant différents chefs d'État, vous avez été amené à dialoguer sur ces questions, à la fois sur la dimension militaire, mais aussi sous l'angle civil. On vient de terminer une conférence avec vous où vous insistiez sur l'importance, effectivement, du futur de l'énergie, tout simplement parce que le prix de l'énergie va déterminer la compétitivité de tel ou tel pays. Alors, comment voyez-vous le futur de l'énergie, l'actualité dans ce champ et le passé, comment vous enracinez votre réflexion dans une réflexion et des leçons tirées du passé? Oui, merci Michel pour ces questions. Je commencerai par rapporter une conversation que j'ai eue il y a de nombreuses années, c'était en 1989, avec Edward Teller, qui a été le père de la bombache américaine, qui a été un des plus éminents membres du Manhattan Project à Los Alamos en 1943. Et Edward Teller me disait que le plus grand événement qui s'est passé dans son domaine à cette époque-là a été la divergence du réacteur sous le stade de Chicago en 1943, et qui a été considéré par tous les membres, évidemment de niveau plus que Nobel, des Oppenheimer et autres, qui a été considéré comme une véritable révolution de l'humanité, l'accès à l'énergie inépuisable, le tout au service du développement de la société. Si je dis ça, c'est parce que 80 ans après, on s'aperçoit qu'on a toujours un débat sur le nucléaire. Moi, personnellement, j'ai pour le nucléaire le plus profond respect. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là et je suis persuadé qu'il y a énormément de progrès à faire dans ce domaine, en particulier en exploitant ou en lançant des filières qui ne sont pas simplement dérivées des filières militaires, puisque le militaire ayant besoin d'uranium, l'énergie civile a gardé tout l'acquis du militaire dans l'utilisation de l'uranium 235, de l'uranium enrichi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'uranium naturel, il y a le thorium, etc., qui peuvent donner à l'humanité cette énergie inépuisable que Edward Teller notait quand il était à Los Alamos. Mais pour moi, la priorité, c'est quelque chose que me semble que l'on oublie aujourd'hui, c'est que la priorité, c'est pas de choisir entre le nucléaire, le vent, le soleil, le méthane vert, etc., etc. La priorité, c'est d'avoir demain une énergie, c'est-à-dire une électricité qui va prendre un poids de plus en plus considérable dans notre énergie, étant donné le problème du réchauffement climatique, c'est d'avoir cette énergie, donc cette électricité, la moins chère possible. Ceux qui vont l'emporter économiquement sont ceux qui auront accès à l'énergie la moins chère, à des conditions de sécurité, etc., qui soient effectivement convenables, en particulier sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, il y a un gros effort à faire. Et ça, cet objectif, faites-moi de l'électricité sûre, la moins chère possible, pour notre économie, nos industriels, nos citoyens, etc., c'est un objectif que l'on ne voit nulle part. Malheureusement, et tout cela est masqué par le combat ou les lobbies nucléaires, antinucléaires, pro-nucléaires, pro-vent, pro-soleil, etc., alors que la réalité, c'est bien une réalité économique. Et il m'étonnerait fort que les Chinois, par exemple, n'aient pas cet objectif de prix comme numéro 1 dans tous les efforts qu'ils lancent actuellement en matière d'énergie. Oui, alors, dans ce que vous dites, il y a
en filigrane pour être bien explicite, c'est-à-dire, vous dites un point extrêmement important qui n'a pas toujours été très clair parce que ça faisait partie, en quelque sorte, entre guillemets, des secrets défense. C'était le fait que le nucléaire civil était lié au nucléaire militaire. Donc, ce que vous évoquez, c'est un découplage. Par exemple, le thorium, d'autres filières nucléaires qui seraient beaucoup moins dangereuses du fait même qu'elles ne sont pas militaires. Bien, j'ai essayé de résumer ceci en disant que le nucléaire aujourd'hui, enfin depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est un nucléaire à base d'uranium-235. Pourquoi ? C'est parce que les militaires, enfin, à partir du Manhattan Project et puis le développement des forces de dissuasion de part et d'autre, disons dans les deux blocs, a besoin fatalement d'uranium-235 et de plutonium qui est le dérivé de l'uranium-235. Et donc tous les investissements, ça a commencé par Oak Ridge, ça a commencé par le réacteur sous le stade de Chicago en 1943, tous les développements, tous les investissements, toutes les dépenses énormes qui ont été faites l'ont été sur l'uranium-235. Et donc le nucléaire civil est allé piocher dans ce qui existait. Chez nous en France, on a fait Eurodif, notre usine de retraitement, pour associer au programme de 1973, le grand programme nucléaire français, mais Eurodif, on est allé, c'est simplement Pierre Latte qu'on a transposé à l'échelle civile, Pierre Latte qui faisait l'uranium-235 à la fois pour les réacteurs de nos sous-marins et pour nos bombes nucléaires. Bon, est-ce que l'on peut sortir de cette filière uranium, de cette famille uranium-235 ? Personnellement, j'en suis convaincu. Je suis convaincu parce que... ça donnerait une sécurité beaucoup plus grande aux centrales atomiques. Ça donnerait une sécurité plus grande, mais surtout, ça permettrait d'avoir accès à tous nos stocks, à tous des énormes stocks que l'on a en uranium naturel, en uranium-238, et en thorium, puisqu'on trouve le thorium là où il y a de l'uranium. Et pour le moment, on le stocke, on n'en fait rien, alors que on peut très bien concevoir, me semble-t-il, des réacteurs, par exemple ceux à sel fondu, sur lesquels une tentative a été faite avec succès aux États-Unis dans les années 1960-70. Les démonstrations ont été faites, mais tout ceci est à reprendre et, je crois, devrait être repris parce que les solutions de demain sont très probablement dans ces domaines. Merci beaucoup, Henri, de cet éclairage tout à fait particulier d'une évolution fondamentale du nucléaire et la manière dont le nucléaire peut répondre à des besoins aujourd'hui sous des nouvelles formes. À très bientôt. Merci de m'avoir reçu.